Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti, ou plutôt hola que tal, c'est parti pour les troisième et dernier Grand Tour de la saison. C'est quoi cet accent? François-Pierre Noël, salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ouais, t'as fait du franc espagnol, quoi. Ouais, c'est du franc espagnol, il y a le franglais, il y a le fra-espagnol. Voilà, bon, c'est parti pour le troisième et dernier Grand Tour de la saison ce samedi, départ de la Vuelta depuis Barcelona, avec une belle start list quand même, on va en parler. Bon, ça y est, c'est le troisième et dernier Grand Tour qui est parti. On a eu au début du mois d'août les mondiaux, le Tour de France qui s'est terminé il y a à peine un mois, et déjà derrière direct la Vuelta. La Vuelta, de manière générale, FP, c'est quand même un peu le début, pas du déclin de la fin de saison, mais c'est un peu comme lorsque le crépuscule arrive en fin de journée, le soleil couchant, un peu la nostalgie d'une belle journée que tu passes, d'un beau parcours, et puis t'as cette Vuelta qui arrive, et bon, tu te dis, allez, c'est le début de la fin de saison un petit peu. Exactement, ça signe le début de la fin de saison, c'est bien résumé. Après, on découvre souvent des talents, c'est ça qui est bien avec la Vuelta, qu'il soit français ou d'ailleurs ou d'autres talents. Voilà, Remco Evenepoel a quand même remporté son premier Grand Tour avec la Vuelta, et puis il y a quand même un enjeu fort là quand même. Pogačar s'était révélé, Pogačar aussi, Chris Froome aussi à l'époque. Donc c'est quand même un révélateur de talent, et au-delà de ça, il y a quand même un sacré challenge cette saison pour la Jumbo-Visma qui a remporté le Giro avec Roglic, le Tour de France avec Vingegaard, et qui aligne tout simplement les deux coureurs pour la Vuelta. Donc quand tu vois ça, tu te dis voilà, il y a des enjeux partout et c'est super intéressant. Avec Sepp Kuss en plus, oui, qui fait les trois grands tours, mais bon, je pense que Sepp Kuss va pas être classé au général, je pense, lui. Oui, il a été plutôt bien classé. Alors tu regarderas un peu peut-être les classements, mais je crois que Sepp Kuss, il termine pas loin du top 10. Alors attends, voilà, 12e au Tour de France, 14e au Giro. Bon, c'est quand même pas mal, top 15 sur les deux grands tours. Oui, il permet à chaque fois à son leader de l'emporter. Ouais, c'est une Vuelta quand même, FP, dans son parcours, on va commencer par cela. Un parcours à la Vuelta, en fait, j'ai envie de te dire, et le départ de Barcelone t'oblige finalement pratiquement à être en montagne tout de suite. Ouais. Alors bon, ils sont pas partis au sud, même si quand tu pars au sud, c'est quand même un peu escarpé, mais c'est pas tout à fait montagneux. Ils partent pas au sud, ils partent directement vers Andorre dès la fin la fin du week-end, ou en tout cas le début de la première semaine. Effectivement. Avec une arrivée au sommet à Andorre lors de la troisième étape, déjà à 1900 mètres d'altitude lors de la troisième étape le lundi. C'est simple, hein, sur la première semaine de course, il y aura seulement 2 étapes de plat, on peut dire. Il y a le chrono inaugural à Barcelone, et puis l'étape de plat, la 7e étape. Et sinon, le reste, ce sera des étapes un peu casse-pattes surtout, et 2 étapes de montagne, tu l'as dit. Mais voilà, c'est un parcours avec la Vuelta classique, hein, de la montagne, des chemins escarpés. Voilà, on en parlera tout à l'heure pour Romain Grégoire, ça peut être intéressant pour une échappée. Et il y a malgré tout un long chrono, c'est vrai qu'à la Vuelta, on n'est pas forcément habitué. Valladolid, hein, je crois que c'est 26 km. C'est à la 10e étape. Exactement. Donc voilà. C'est pas un long chrono, 26 km. Ouais, c'est quand même un chrono assez long. Moi, je parle de long parce que pour moi, plus de 20 km, ça reste un long chrono, je trouve. Long chrono, c'est quoi? Ouais. On a rarement plus de 35, non? C'est ça? À 50 bornes. Ouais, mais 40 et 50 c'est rare, bornes. 40, 50 bornes. C'est ce qu'on a connu. Je n'ai pas souvenir de 40-50, récemment dans les grands tours, en tout cas. Après, on a eu 70 bornes de contre-la-montre lors du Giro. Oui, au total, tu veux dire. Pas sur une étape, je veux dire. Au total, exactement. Ah oui, ça, je crois qu'on a vu un chrono d'une trentaine de kilomètres. Voilà, c'est ça. Oui, non, voilà, c'est pour ça que je dis 26 km. Pour moi, ça reste un long chrono. Après, sur les étapes, c'est du classique. De toute façon, on sait que ça va être très montagneux, des côtes importantes. Une excursion en France, on n'oublie pas, évidemment, sur la fin du parcours au Tourmalet et dans le Béarn, quoi. Tout ça, sauf fin de la deuxième semaine. Deuxième semaine, pardon. Tout à fait. Et voilà, quoi. Fin de la deuxième semaine avec une étape qui sera pratiquement 100% française, hein, à 4 km près. C'est la 13e étape. Ce sera le vendredi de la deuxième semaine, le 8 septembre,
avec un départ de Formigal qui est juste en fait derrière la frontière avec le col du Portalet, pour ceux qui connaissent un petit peu dans les Pyrénées. Il y aura 4 km de montée entre Formigal et le sommet du Portalet, et on va redescendre vers la Reims, là où avait gagné Jay Hindley lors du Tour de France et où Vingegaard avait posé sa première attaque. Et une fois que vous êtes à la Reims, en fait c'est une descente entre le Portalet et la Reims. À la Reims, vous êtes au pied du col d'Aubisque, vous n'êtes pas loin de Pau, au pied du col d'Aubisque, vous montez l'Aubisque, c'est ce que va faire la Vuelta, et une redescente en 2 temps, je crois que c'est une redescente en 2 temps peut-être via le Soulor, ou je ne sais plus. Ils vont chercher le col de Spandel qui est compliqué, 10 bornes à 8%, et la redescente vers Argelès-Gazos et Pierrefitte-Nestalas pour aller grimper le Tourmalet via Luz Saint-Sauveur, arriver au sommet du col du Tourmalet, Luz Barège, arriver à 2115 mètres d'altitude avec le Tourmalet, et le lendemain, donc ça, le vendredi soir, c'est le début de la Coupe du Monde de rugby d'ailleurs, avec le France-Nouvelle-Zélande le soir, et le lendemain, le samedi, départ de Sauveterre de Béarn. C'est très belle petite ville. J'étais en camping au début du mois d'août, pour tout dire. C'est super joli, c'est très bien. Sauveterre de Béarn, la patrie de Cyril Barth, qui d'ailleurs a été sélectionné par son équipe Burgos pour la Vuelta. Donc j'espère qu'il sera encore en course pour le samedi 9 septembre pour débuter cette 14e étape de Sauveterre de Béarn. Et puis il y aura les 2 tiers de l'étape en France avec Oloron-Sainte-Marie, le col d'Auxerre, et puis le port de l'Arro, ensuite avec le port de l'Arro qui est un col frontalier en fait comme le Portalet, pour repasser en Espagne derrière et repartir en Espagne. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que tu en as parlé, la Vuelta nous y habitue. J'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup de montagnes, la Vuelta nous y habitue, beaucoup de montagnes, beaucoup de parcours escarpés. J'ai quand même l'impression que il n'y a que 4 étapes limite pour les sprinteurs. 4 étapes de plat, il y aura 2 autres étapes de plaine avec arrivée au sommet, mais encore l'année dernière, Mats Pedersen s'était aligné sur la Vuelta, il avait remporté le maillot vert, il y a eu de vrais parcours pour les sprinteurs. Là quand même, va falloir être costaud pour les sprinteurs. Enfin, franchement, là, pour aller gagner des étapes, et mis à part les 4. Il n'y aura pas les sprinteurs classiques, je suis d'accord avec toi. Après, il y a les étapes, typiquement, là, je regardais un peu le parcours, si je me trompe pas, c'est vers Tarragone, qui est une étape aussi où tu peux potentiellement, si tu quadrilles bien la course, un Brian Cocker passe, tu vois, un Van den Berg passe. Enfin, alors c'est pas des sprinteurs classiques quand je dis avec les grosses cuisses. Cela dit, Cocker a quand même bien tenu la route au Tour de France, mais tu vois, c'est des sprinteurs qui peuvent résister. Donc c'est toujours pareil à la Vuelta. Tu vois, on n'est pas sur des sprinteurs style Cavendish, mais on est des sprinteurs qui sont passe-partout. Donc là-dessus, je pense qu'il y a quand même plus de 4 étapes où ils peuvent y arriver. Après, c'est toujours pareil. Tout dépend de la course et tout dépend comment le peloton réagira face à d'éventuelles échappées. Mais en tout cas, oui, t'en sélectionnes 4 a priori sur le papier. Moi, j'en sélectionnerais peut-être 5-6. Là, je regarde sur le parcours rapidement d'un coup d'œil. J'en vois au moins 6 où tu peux potentiellement jouer une victoire sur un sprint, en tout cas. Ouais, mais tu parles de Tarragone, ce sera l'arrivée de la 4e étape, et puis on regarde la fin un peu de cette Vuelta. On aura l'Angliru quand même, oui, qui est devenu un col mythique sur la Vuelta ces dernières années, rendu aussi mythique par Alberto Contador. L'Angliru, ce sera la 17e étape. On sera alors le 13 septembre. On sera en début, on sera le mercredi de la dernière semaine, donc à l'Angliru. Le lendemain, la Cruz de Linares. Alors c'est des cols, je dois avouer, je les connais pas tous, notamment la Cruz de Linares, mais franchement, quand je vois le profil, ça me fait mal aux pattes rien que de regarder ça. Et alors, franchement, attention 8 bornes à 8% et demi de moyenne, ça sera le lendemain. Attention aussi, donc tu parles de cette montée. Derrière, il y a 3 étapes, dont 2 de plat. Il y a une étape en plein milieu qui est un peu escarpée. Sur le papier, ça n'a pas l'air dingue. Je peux vous dire que l'étape, le 20, Manzanares El Real, qui va jusqu'à Guadarrama. Alors, je peux te dire que celle-ci, quand tu regardes l'étape, ça monte, ça descend tout le temps. C'est un profil de championnat du monde, entre guillemets. Et c'est vraiment, je pense que quand tu arrives au bout de 3 semaines de Vuelta, t'arrives pour cette étape-là, la 20e, la dernière réelle étape, dirons-nous, avant Madrid. Franchement, ça peut être, tu vois, si ça se joue à quelques secondes, c'est pas impossible que tu peux jouer ta Vuelta là-dessus. Même si je pense qu'elle se jouera avant. Ça me fait penser à l'étape qu'avait remporté Clément Champoussin il y a 2 ans. Ouais, c'est un petit peu ça. Sauf que là, je crois que l'arrivée, elle sera un peu... Lopez avait fait son craquage. Sauf que l'arrivée sera pas en sommet là, sur cette étape-là, mais effectivement. T'as raison, tout à fait. Ça, en termes de dureté, je pense qu'on c'est similaire. Étape toboggan. Exactement.
Mais passons avec arrivé à Madrid, donc pour la fin de la Volta. Ouais, la suite. FP, c'est quoi la suite? C'est les favoris, quoi. C'est les favoris. C'est quoi? Ah là, c'est. Ben ouais, mais j'ai envie de te dire, on va avoir quoi au niveau de. On va avoir quoi? On va avoir la Jumbo contre Evenepoel. C'est un petit peu ça sur le papier. Je mets les pieds dans le plat directement. Alors sur le papier, j'ai envie de dire que c'est ça. Après, il y a des inconnus et je suis curieux de voir dans le sens où un Enric Mas qui abandonne à la première étape du Tour de France, comment il est physiquement, tu vois. J'imagine que son pic de forme était pour le Tour de France. Oui, deuxième l'an passé. Un Juan Ayuso, pareil, qui était très bien placé l'année passée. C'est troisième qui fait, je crois, l'an passé, qui est beaucoup tombé malheureusement ces dernières semaines. Eh bien, Ayuso, voilà, qu'est-ce qu'il va donner aussi? Est-ce qu'on va, Almeida. Voilà, pour qui on va rouler? Pour Almeida, pour Ayuso. Mais effectivement, sur le papier comme ça, Evenepoel, le vainqueur de l'an passé, ultra favori, avec Vingegaard s'il est sur le même niveau que le Tour de France, ou Primož Roglič. Le défaut de la Jumbo, c'est toujours pareil, c'est sur quel leader tu t'appuies. Avoir deux leaders, c'est toujours compliqué. Et là, je pense que sur les cartes qu'ils ont en main, a priori, la meilleure carte serait Roglič, parce qu'il a déjà remporté la Vuelta et parce qu'il sait gérer ce genre de parcours. Vingegaard, je pense qu'il le sait gérer aussi, mais Vingegaard sort du Tour de France, ce qui est pas le cas de Roglič. Donc, voilà, moi c'est ça, mon avis, c'est dans le sens où on est sur beaucoup d'inconnus et je suis impatient de voir la première étape de montagne, même la première étape un peu, donc celle qui arrive à Barcelone, la deuxième, où ça grimpe un petit peu, pour voir un peu le niveau de chacun. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, je suis d'accord avec toi, parce que pour moi, l'inconnu, en fait, chez Jumbo-Visma, je pense qu'ils sont capables de gérer deux leaders. Ils l'ont déjà montré. Maintenant, en fait, est-ce que Vingegaard sera frais dès le début? Et s'il est frais dès le début, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir? Bah pour moi, c'est vraiment l'interrogation. Vingegaard, il va enchaîner un deuxième grand tour d'affilée comme ça. Primož Roglič, lui, depuis le Giro, il s'est reposé, il est frais comme un gardon. Il a montré, je crois qu'il était sur le Tour de Burgos il y a quelques jours, il a montré qu'il était en forme. Et puis Primož Roglič, en fait, la Vuelta, c'est le grand tour qui lui va le mieux. Ouais, c'est vrai. Il a certes remporté le Giro. Il a certes remporté le Giro, on se rappelle, avec ce contre-la-montre la veille de l'arrivée, où il a un saut de chaîne, il se fait remonter, il se fait pousser dans la montée du contre-la-montre par un sauteur à ski slovène qui traînait par là, qui est un ancien coéquipier. Et en fait, Roglič, avec son profil de puncher, d'excellent puncher aussi, ça lui va très bien. Alors maintenant, bah, c'est pareil, Evenepoel, en fait, quand tu vois l'équipe qui l'entoure, tu te dis, mais il vaut mieux pas qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Parce que là, Jumbo-Visma, ils vont pas le louper. Ah non, ça c'est sûr. Et franchement, l'équipe qui est autour de Remco Evenepoel, je vais te la faire vite fait, la compo, Vervac, Cataneo, Badjoli, Hirt, Knox, Casper Pedersen, Peter Seri. Et la Jumbo-Visma, Roglič, Vingegaard, Kuss, Kelderman, Van Barle, Walter, Gesink, Tratnik. Ah, mais par rapport à la Quick Step, il n'y a pas photo, et je pense qu'il y a même d'autres équipes que tu peux citer qui sont même meilleures en termes d'équipe, parce que Evenepoel en tant que leader, je pense qu'il y a peu d'équivalent. Mais même Ineos, UAE, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi, j'allais les citer. Pour moi, c'est déjà meilleur. J'allais presque te citer aussi la Bora sur le papier, même si ça manque peut-être, je pars en montagne, mais même la Bora est peut-être un équivalent à la Quick Step, tu vois. Donc non, il y a, et puis oh non, c'est meilleur. En montagne, c'est meilleur que. Oui, je veux dire en termes d'équipe, tu vois, en termes d'équipe, si on prend la globalité, pas forcément que la montagne, c'est toujours pareil. Mais en termes effectivement d'équipe, t'as des sacrés coureurs. Donc et puis il y aura toujours les outsiders dont il faut se méfier. Enric Mas, on sait pas sur quel physique il a. Alexander Vlasov aussi. C'est des coureurs aussi malgré tout qui peuvent jouer les troubles faits. Et ça va être intéressant à suivre. Geraint Thomas aussi, par exemple, chez Ineos. On est curieux de voir ce qu'il peut donner sur cette Volta parce qu'il a fait le Giro, il avait une grande forme sur le Giro. L'école lui convient un peu moins, certainement sur la Volta que sur le Giro, je pense, pour Thomas. Et puis le rythme est différent, je trouve, sur la Volta que sur un Giro, où c'est plus tactique sur le Giro, je trouve, personnellement, que sur une Volta. Voilà, donc je suis curieux de voir. Et moi, je mettrais plus une pièce sur un vainqueur Jumbo que Evenepoel. Surtout sur ce qui se passe en ce moment, surtout sur l'équipe qu'il a autour de lui, parce qu'il va vite être isolé, alors que la Jumbo, on voit le rouleau compresseur que c'est, et c'est toujours plus difficile de rouler face à 3-4 gars d'une même équipe quand t'es tout seul, quoi. Même si c'est Remco. Alors, on va encore nous taxer d'être anti-Evenepoel dans Vélo Podcast. Ah non, mais... Parce que ça, les Belges, ils ont l'habitude de nous le dire, vous inquiétez pas. On n'est pas anti-Evenepoel, mais bon, on a entre Evenepoel et Roglič, on a les 4 derniers vainqueurs de la Vuelta. Bon, voilà. Maintenant, Roglič, il a une revanche à prendre, parce qu'on se souvient quand même que Evenepoel remporte la Vuelta l'année dernière, mais Roglič abandonne sur chute. On se souvient, il y avait un sprint, c'était une arrivée en bosse, que Roglič avait fait le sprint pour la 2e place derrière Mats Pedersen ce jour-là. Il termine, il fait le sprint pour la victoire avec Mats Pedersen. Il chute lors de ce sprint.
et il allait chercher des secondes de bonif. Il était deuxième du général. Il avait certes pris, et là, ça va être, à mon avis, la force de Remco Evenepoel, ça va être sur le contre-la-montre. Ah oui, c'est ça, je suis d'accord. L'avantage il est juste champion du monde. Ouais. Il est champion du monde du contre-la-montre, Remco Evenepoel. Un très bon grimpeur, il l'a prouvé. Evenepoel doit aussi prendre une autre revanche de son côté, c'est la revanche du Tour d'Italie où on se souvient que je crois qu'il abandonne le Tour d'Italie sur Covid. Mais il me semble qu'il abandonne le Tour d'Italie sur Covid après 9 étapes, après avoir remporté, on se souvient, hein, il remporte le contre-la-montre et il le remporte bien comme il faut avec alors une seconde d'avance sur Geraint Thomas, mais il remporte le contre-la-montre en mettant 17 secondes à Roglic avec le Covid sur 35 km. Ouais, d'accord, ça c'est vrai. Mais là, moi, voilà. La curiosité... Bon, il va y avoir une revanche de chaque côté, mais... La curiosité, la tactique qui va être intéressante à suivre, c'est que Remco Evenepoel sur le chrono qui arrive en plein milieu de la Vuelta, je crois que c'est la 10e étape, hein, si je me trompe pas. Remco Evenepoel, imaginons, il prend le maillot rouge. Moi, au niveau de la Jumbo, ce serait la meilleure tactique à faire. Laisser la Quick-Step bosser la première semaine, deuxième semaine du Tour, de la Vuelta. Et puis derrière, l'attaquer un peu comme Pogacar et voir comment Remco Evenepoel réagit. Parce qu'on sait que Pogacar, même lui, a craqué sur le Tour de France il y a 2 ans. Bah là, comment ça peut se passer? Parce que vraiment, je pense que s'il laisse travailler la Quick-Step va peu arriver épuisé sur la dernière semaine ou sur à partir de la 15e étape, et tu peux faire ce que tu veux derrière. Parce que Remco Evenepoel, va falloir réagir sur certains cols, même le Tourmalet face à Roglic, Vingegaard. Tout dépend de la forme de Vingegaard, mais ça peut être une boucherie, entre guillemets. Après, Remco, c'est toujours pareil, Remco Evenepoel, on est toujours curieux de savoir comment il se comporte en haute montagne. On avait un début de réponse l'an passé, même s'il n'y avait pas Roglic sur la Volta, mais on attend toujours de voir. Cette année, au Giro, vite fait. Ouais, mais au Giro, vite fait. Le problème, c'est qu'il a dû abandonner. Donc Remco Evenepoel, c'est beaucoup d'occasions manquées. C'est toujours pareil. C'est qu'en termes de preuves, oui, les classiques, maintenant, on a l'habitude, Liège-Bastogne-Liège, sur n'importe quelle course, on sait quand il s'aligne, il peut gagner. Championnat du monde. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais maintenant, sur un grand tour, on a vu que la Volta. Alors oui, c'est encore la Volta cette année, mais on est curieux de voir face à une adversité très forte, comment il se comporte. Alors d'ailleurs, en parenthèse, c'est pour ça aussi que Soudal Quick-Step a recruté Mikel Landa pour la saison prochaine, je pense. On pourra parler de ça une fois dans un podcast transfert, ce qui se passe entre Ineos Quick-Step, sacré merdier aussi ça, mais oui, effectivement. Bon, on va voir ça un peu plus tard. Je referme la parenthèse. Jumbo-Visma, on a beau ne pas les aimer, et tu as beau ne pas les aimer, FP. Ça va, je suis plus gentil avec eux maintenant. Ouais, oui. Bon. Non, mais ils sont quand même très bons tactiquement. On a beau ne pas les aimer, ils sont quand même excellents tactiquement. Vingegaard, à la fois dans une position attentiste, on a vu sur le Tour de France face à Pogacar, en attaquant lorsqu'il sent que les ouvertures sont là, et à la fois aussi dans le sens tactique alors soit écraser la course et rendre la course très 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 dur comme l'aime Vingegaard, soit en laissant le maillot à quelqu'un d'autre lorsque c'est le moment, quoi. Lorsqu'ils l'ont laissé notamment à Jay Hindley sur le Tour cette année. Non, ça n'a pas duré longtemps, mais la Jumbo-Visma sait contrôler une course, ils savent faire, ils ont le métier. Roglic et Vingegaard sont maintenant des coureurs expérimentés. Au départ de cette Vuelta, il n'y a que 4 vainqueurs de Grand Tour. Il y a Roglic, Vingegaard, il y a Evenepoel et il y a Geraint Thomas. Oui, c'est vrai. Non, là-dessus, je te rejoins assez. Après, la Jumbo, l'avantage, c'est aussi la force qu'ils ont avec les coureurs à côté, les équipiers, en fait. C'est que si tu retiens même Roglic, Vingegaard, t'as quand même Kuss, Kelderman, Van Barle, Valter, Gesing, Tratnik. Enfin, on est sur des coureurs quand même, ça roule fort et ça roule même en montée. Ouais, exactement. C'est impressionnant. Comme au Tour. On a eu la même. Alors, il y a un élément de réponse, à mon avis, dans la bataille Roglic-Vingegaard contre Evenepoel. Il y a un élément de réponse à aller chercher dans le Tour de France de l'année dernière. Où, souviens-toi, il y avait Roglic et Vingegaard aussi qui étaient là, face à Pogacar, et notamment l'étape du Granon, où à un moment donné, ils s'y sont mis à 2 pour harceler Tadej Pogacar et le faire craquer. L'élément de réponse, à mon avis, dans la tactique Jumbo-Visma est à chercher dans le Tour de France de l'année dernière, où il y aura à un moment donné une tactique du 2 contre 1, et puis peut-être que dans le Tourmalet, on aura Roglic et Vingegaard qui vont harceler, attaquer tour à tour Remco Evenepoel. Voilà, ça va être à Remco Evenepoel de garder ses nerfs, d'être très fort mentalement, et de chercher la bonne roue. Alors j'ai envie de te dire, chercher la bonne roue. Si Evenepoel fait tout péter d'entrée dans la Vuelta, on va vite
voir entre Roglic et Vingegaard qui sera le plus en forme. Il y a peut-être de ça aussi. Effectivement. La tactique pour Evenepoel, c'est de tout faire péter directement pour voir qui est le plus en forme. On va voir ça. Ouais. Voilà, on va voir. Je crois qu'on en a parlé assez de cette bagarre, mais c'est vraiment ce qui va nous animer pendant cette Vuelta. Si tu devais citer, on va dire, s'il y a un Roglic ou Vingegaard ou Evenepoel qui n'est pas sur le podium, qui tu citerais pour être, on va dire, à cette troisième place sur le podium, en tout cas cette troisième personne, peu importe la place, qui accompagne l'un des cadors annoncés. Je t'aurais annoncé Ayuso parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait cette saison, même s'il a eu quelques difficultés. Malheureusement, il a beaucoup chuté, donc j'ai peur que ce soit pas son année sur la Vuelta. Mais je vais dire Enric Mas parce qu'Enric Mas, voilà, il est voilà, au genou aussi. Enric Mas qui blessé au genou. Tu parles de ou Ayuso? Pardon. Ayuso qui a eu des problèmes, qui a eu des problèmes en début de saison. Pardon, je crois que tu parlais d'Enric Mas. J'ai dit mince, j'étais pas au courant. C'était info. Non. Enric Mas qui se remet de la fracture de la clavicule après la chute. Oui, mais la fracture l'avantage de la clavicule, c'est que ça se solidifie et en soi, enfin, je veux dire, c'est pas pour un cycliste, c'est un peu une blessure assez facile à récupérer, quoi. Alors qu'Ayuso, le genou, c'est délicat, quoi. Ouais, c'est ça. Il a repris sa saison. Il a repris sa saison autour de Romandie seulement. C'était en avril. Ouais. Et Juan Ayuso, il avait pas roulé entre la Vuelta de l'année dernière, le 11 septembre, et derrière le Tour de Romandie, le 25 avril. Et il a eu des soucis un peu tendineux à un genou qui l'ont embêté. Bon, derrière, ça va. Il reprend au Romandie. Il remporte d'ailleurs le contre-la-montre du Tour de Romandie. Il fait deuxième du Tour de Suisse dans les conditions qu'on connaît. Après une petite pause, il fait des courses espagnoles où il est pas mal. Et d'ailleurs, je crois qu'il chute sur une course espagnole à un moment donné. Il chute plusieurs fois et assez sévèrement. Donc c'est là aussi il va falloir qu'on voit comment il a récupéré aussi, parce que des chutes c'est jamais anodin, et surtout dans les conditions dans lesquelles il a chuté. Mais je dirais Enric Mas. Et toi, tu penses à qui comme un peu outsider surprise en tout cas? Enric Mas, c'est quand même le coureur qui est le plus régulier sans avoir gagné sur un grand tour. La Vuelta lui réussit très bien. Il a l'expérience. Il a une revanche à prendre sur le Tour de France. Il a terminé deuxième de la Vuelta l'année dernière. On a le duo Ayuso-Almeida à la UAE qui a fait troisième et cinquième de la Vuelta l'année dernière, donc il sera très dangereux. Et quand tu regardes l'équipe UAE, Soler, Jevine pour les accompagner, moi je veux bien avoir les mêmes. C'est costaud. Jevine l'année dernière, il était chez Deceuninck. Alpecin, oui, c'était l'an passé, je crois, oui, tout à fait. C'est l'année dernière où il remporte deux étapes. Il remporte deux étapes avant d'abandonner, je crois. Donc Jevine, on ne sait pas aussi. Peut-être que Jevine sera le troisième larron de cette équipe UAE. Donc ça va être à voir. Si je descends un petit peu, je regarde un peu les différents favoris qui sont là. T'as un Romain Bardet qui, Romain Bardet, plus chasseur d'étapes, je dirais, plutôt que, Ouais, exactement, plus un chasseur d'étapes, on va voir. Total Energy, j'ai envie de voir Steph Kras. Bon, il a abandonné sur chute au Tour de France, il était bien placé en retrait. Il y a Buitrago à la Bahreïn, par exemple, avec Michael Landa, tu as ces coureurs-là. Eddie Dunbar à la Jayco, par exemple. Aussi, chez Bora. Oui, on a cité Vlasov tout à l'heure, effectivement. Alexander Vlasov à la Bora, où tu auras un Sian-Louis de Broc avec Sergio Higuita aussi. Eddie Dunbar chez la Jayco, par exemple, qui a été au Giro, qui a fait un très bon Giro, par exemple, aussi, à citer, je trouve. On oublie souvent Eddie Dunbar, mais... Tu auras forcément, à mon avis, la Groupama FDJ avec Lenny Martinez qui est attendu. Ou Michael Storer, effectivement. Alors, on peut passer aux Français, c'est une très belle transition, qui est sur le départ, qui même part à Tudor l'année prochaine. Oui, alors, pour les Français, moi, la grande attente que j'ai, alors on parlera un peu des autres aussi, mais c'est la classe biberon de la FDJ, en fait, qui je trouve fait une stratégie intelligente en envoyant Romain Grégoire, Lenny Martinez, deux de ses plus grands talents de la Conti l'an passé, qui ont signé pro cette saison. Il y a Samuel Watson, Germany et Lewis Aski qui étaient déjà là depuis un an, qui sont envoyés sur la Vuelta. C'est des coureurs qui ont fait leur preuve cette saison dans des courses un peu pas World Tour, donc d'une moindre un peu importance, mais qui ont quand même bien scoré. Romain Grégoire vient de remporter le Tour du Limousin. Lenny Martinez, le Mont Ventoux Challenge en juin. Franchement, maintenant j'attends de voir. Je lisais au niveau de la FDJ qui s'attendait pas à gagner en World Tour tout de suite. On peut se montrer ambitieux quand même. Je trouve que des coureurs comme Romain Grégoire et Lenny Martinez, même s'ils remportent pas de victoire, il faut qu'ils fassent exploser cette course. De toute façon, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente. Donc franchement, ils ont tout à gagner, honnêtement. Je pense que Romain Grégoire aura peut-être un peu plus de liberté parce que tout simplement, Romain Grégoire a un profil de coureur où il sera un peu moins attendu en haute montagne. Et dans les arrivées punchy sur la Vuelta, moi je le vois remporter une étape au moins. Très intéressant à voir. Et Lenny Martinez, en fait, je pense qu'on va voir le Lenny Martinez qu'on avait vu au Tour de Catalogne, souviens-toi, au printemps.
au mois de mars, où il avait fait notamment 6e à Lopport, il avait fait 12e du général. Pour moi, s'il fait régulièrement des top 10 en haute montagne avec, on va dire un top 10, top 15 au général, ça va être très intéressant à voir. Et puis en fait, ça va être la capacité aussi de prendre de la caisse sur 3 semaines. Là, ça va être autre chose maintenant pour Lenny Martinez. Et j'ai lu ça, je ne sais plus où. J'ai lu ça il y a quelques jours, à peine cette semaine. Et c'est un crash test aussi pour la Groupama FDJ, parce qu'en fait, c'est toute une stratégie d'équipe, toute une politique de recrutement et de formation qui va être passée au test pendant cette Vuelta. On a misé finalement sur peu de transferts, et on a misé sur des gamins qu'on forme pour aller au plus haut niveau. Et là, en fait, c'est le début, c'est la mise en avant en fait de tous ces gamins qu'on a formés, Grégoire, Martinez, Germany, Watson, Aski, Clément Davy, il me semble aussi, oui. En plus de Rudy Mollard et Michael Storer pour les accompagner, qui vont être des animateurs de colo, on va dire, pour ces deux-là. Ça va être vraiment être un test, parce que va donner cette jeunesse à la Vuelta? Est-ce que ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont complètement se rater? Il faut pas qu'ils se mettent trop de pression. Lenny Martinez, on a essayé de l'avoir, enfin, on va dire les coulisses, on a essayé de l'avoir avant la Vuelta. Il était dans les préparatifs de la Vuelta, on l'a laissé tranquille, il nous a dit bon voilà, je suis en train de préparer tous mes affaires, je vais y aller et tout. Bon voilà, donc on remercie Lenny Martinez d'ailleurs, on va te suivre de très près, Lenny, qu'on avait eu après le Tour de Catalogne, et tu le sens, de toute façon tu le sens les deux. Ils se mettent pas la rate au corbouillon, comme j'ai l'habitude de dire. Ils stressent pas trop quand même. Non. Ils stressent pas trop. Et Lenny Martinez, il a tout à gagner. Romain Grégoire a tout à gagner aussi. Ils ont rien à perdre. Puis ils ont déjà fait les résultats qu'il faut cette saison pour une première année World Tour, enfin première année avec la grande FDJ, quoi. Professionnelle. Exactement, parce que quand tu vois qu'ils remportent les 4 jours de Dunkerque, le Tour du Limousin du côté de Grégoire, et que le Mont Ventoux Challenge, plus des très bons résultats sur des épreuves World Tour, donc de tour d'une semaine pour Lenny Martinez. Dauphiné très bien aussi. Donc voilà, moi je trouve que l'année est déjà réussie, donc c'est que du bonus. Après, juste pour aller ailleurs qu'à la FDJ, parce qu'on fait un gros focus là-dessus, je suis curieux de voir aussi le leadership de Kevin Vauquelin chez Arkea, parce qu'on attendait beaucoup de lui en début de saison. Il a été diminué par une maladie sur le Tour de Romandie, et là il revient. Alors dans quelles conditions physiques, ce sera à voir aussi, mais il y a un gros chrono. On sait que Vauquelin fait partie des coureurs français bons chrono aussi. Il grimpe plutôt bien, à voir comment ça se passe. Donc je suis curieux de voir ça. Et puis je rajouterais Hugo Page également. Et il a l'air d'avoir bien repris, pour Kevin Vauquelin, je fais une petite parenthèse, il a l'air d'avoir bien repris sur ce mois d'août, où il prend la 7e place du contre-la-montre au Tour de Pologne, au début du mois d'août, fin juillet, début août pour la reprise, et au Tour du Limousin, qui est une course où ça flingue de partout, il prend la 5e place du général final. Donc Kevin Vauquelin, ça va, il a l'air quand même plutôt en forme, et il arrive sur cette Vuelta avec l'idée de se tester, en fait, ça va être ça, où tu auras aussi un leader bis avec Christian Rodriguez à l'Arkea, l'ancien coureur de la Total Energy. Exactement. Puis alors après aussi avoir Hugo Page aussi pour son premier grand tour avec la Intermarché aussi au niveau des sprints. On aura Brian Cocard également côté Cofidis pour une victoire d'étape côté Cofidis. Et puis parler vite fait d'AG2R et Total Energy où on chassera les étapes. On pourrait remporter une 3e étape sur le 3e grand tour de la saison pour AG2R. Voilà, on peut miser sur un Geoffrey Bouchard par exemple en montagne, Dorian Godon sur une étape escarpée par exemple, qui font des très belles saisons eux aussi. Donc Evan Dramé également pour la AG2R. Côté Total Energy, je pense qu'on va peut-être partir sur des Fabien Doubé, Pierre Latour peut-être aussi sur ces étapes-là. Steph Kras, je t'en ai parlé, moi je veux le voir Steph Kras. Il était en retrait, mais il était très bien placé lors de son abandon à la sortie des Alpes sur le Tour de France. Et là je veux le voir sur un parcours qui pourrait lui correspondre, avec un sentiment de revanche, toujours un peu ce sentiment de revanche après le Tour de France. Très rapidement, tu parlais d'Hugo Page, quand même dire que Hugo Page, on l'a vu en invité dans Vélo Podcast, et puis c'est vrai qu'en fait il a été diminué par une mononucléose cette année, et qui semble bien revenir. Il a remporté une étape au sprint il y a quelques jours
au Tour du Limousin, exactement, il remporte la dernière étape à Limoges, magnifique devant Beaublanc, au Tour du Limousin, en prenant également deux places dans le top 10, 6e et 4e des deux premières étapes, 19e de l'étape plus escarpée où il prend la 15e place du général Hugo Page. Ça va, la forme semble revenir petit à petit, il avait fait 6e de la Poly-Normande aussi, et bon, j'espère que la mononucléose et les effets de la mononucléose, ce sera derrière lui pour Hugo Page qui voilà, a tout un talent à faire, à montrer au monde entier, et peut-être qu'en fait sur ces sprints, tu parlais de Bryan Coquard, je vais faire la transition sur Bryan Coquard, c'est que Hugo Page c'est un coureur qui passe aussi bien les bosses, Bryan Coquard aussi, et moi j'attends Bryan Coquard d'être favori pour le maillot vert en fait. Oui, c'est vrai. Pour moi c'est un des grands favoris pour le maillot vert. Il termine 3e du classement par points du Tour de France, il me semble, derrière Pedersen et Wout van Aert, si je me trompe pas. C'est ça, tout à fait, ouais. Après, Coquard, faut voir comment il a récupéré, parce que lui, il a pas beaucoup arrêté depuis le Tour de France, quand même. Il a fait une partie des mondiaux également. Donc, non, je trouve qu'il faut pas être trop dur non plus, parce que le parcours est exigeant de la Vuelta. Donc, je pense qu'il va cibler les étapes. Alors, peut-être qu'il visera le meilleur sprinter, mais ça reste quand même à voir. Juste un mot, peut-être, Guillaume, de Romain Bardet, parce que tu parlais d'animateur de colo, côté FDJ. Lui, c'est pareil, parce qu'entre Max Poole, les Britanniques Max Poole, Oscar Onley, chez la DSM, et Lorenzo Milesi également, c'est des jeunes coureurs prometteurs, très prometteur de la DSM, Max Poole qui a fait une très belle année également et qu'on attend beaucoup sur le classement général, Oscar Onley également, même si lui, on va voir aussi ce qu'il donne a priori aussi pour le classement général, mais on va peut-être plus un profil passe-partout. Moi j'en attends beaucoup d'Oscar Onley. Également, donc on va voir. Il y a aussi, je crois, Sean Flynn, il me semble, qui est aussi très très jeune. Donc voilà, c'est aussi Romain Bardet un peu capitaine de route, je pense, plus que viser le général, il visera les étapes et gérer les jeunes, quoi. Et peut-être aussi le maillot à poids pour Romain Bardet. Pourquoi pas? Après, Romain Bardet est quand même fait partie de ces coureurs qui sont toujours ultra réguliers. Je pense, dans un premier temps, c'est pas lui qui va dynamiter la course, je pense. Par contre, tu vois, il avait abandonné sur le Tour de France, souviens-toi. Mais derrière sur la Classica San Sebastian, je crois qu'il avait abandonné le Tour de France sur chute avec une commotion cérébrale, si je me trompe pas. C'était lors de l'étape vers Morzine, les Portes du Soleil, et à la Classica San Sebastian, il était directement dans l'échappée du jour. Donc Romain Bardet, intéressant à voir. Il est toujours ultra régulier. Maintenant, est-ce qu'il va opter plus je pense qu'il va s'accrocher. Il va voir les écarts qui seront faits. Et puis au bout d'un moment, il jouera les étapes en montagne. Il y a beaucoup d'étapes qui pourraient lui convenir, avec des échappées possibles pour le maillot à poids. Ça va être très intéressant à voir. Et Romain Bardet, il a rien à perdre avec son pote Romain Combo. Là, les deux, ils sont alignés avec par la DSM sur cette Vuelta, avec les petits jeunes, avec Alberto Dainese, le sprinter italien à suivre aussi, qui sera une des grosses cartes de cette Vuelta au sprint. Et pour nos amis belges, j'ai une pensée aussi pour Sian Wijebroek aussi, qui sera là, on suivra avec attention. Et puis côté de la Lotto, on suit évidemment Lennart van Eetvelt, qui aussi est un coureur extrêmement prometteur. La Lotto qui a recruté pas mal de très très bons coureurs. Van Eetvelt, voilà, il va être là. On se souvient pourquoi il a été arrêté un peu cette année pour un contrôle. C'est ça, il me semble. Si tu m'arrêtes si je me trompe. C'est un coureur ultra talentueux que je suis énormément, mais je crois qu'il avait été arrêté pour un contrôle antidopage ou quelque chose comme ça, une crème qu'il avait pris ou des no-show à des tests. Il y avait une affaire comme ça, il y a une histoire comme ça cette année, et il a prouvé son innocence et il est reparti. Et Lennart van Eetvelt, c'est vrai que c'est un des coureurs belges très talentueux sur les courses par étapes. Il vient d'avoir 22 ans là au mois de juillet, et sincèrement ça va être intéressant de le voir. C'était un spray nasal à l'époque, c'était un spray nasal pour Van Eetvelt. Voilà, c'est un pré-nasal, exactement. Il a prouvé son innocence derrière, il est reparti. Ça lui a bouffé un petit peu la saison. C'était sur cette saison-là 2023, c'était au printemps, il me semble. Derrière, après, il va faire 15e du Tour de Pologne là, fin juillet, début août. Au mois de juillet, il prend la 2e place du Sibiu Tour en Roumanie. Il a prouvé au circuit continental. Dans le circuit continental, maintenant, on va attendre de lui qu'il prouve, dans le circuit international, World Tour, c'est ça qu'on attend de Lennart van Eetvelt. Et c'est ça qu'on attend de la Vuelta, de nous faire découvrir ces jeunes talents qui seront demain sur le Tour de France, en tout cas, ou sur le Giro. Comme Sian Wijebroek. Exactement, Et Wijebroek, il y a un an, il remportait le Tour de l'Avenir. C'est vrai. Et Tour de l'Avenir qui se déroule cette semaine. Et derrière, maintenant, Wijebroek, il est aligné sur la Vuelta. Moi, sincèrement, je vais terminer sur ça. J'ai hâte de voir Wijebroek avec Grégoire et Martinez
ensemble en course. Je pense que les trois, ce sont des rivaux. En fait, ce sont des éternels rivaux au niveau junior. Éternels rivaux chez les juniors. Ils se lâchent pas d'une semelle sur les courses auxquelles ils participent ensemble. Les courses à laquelle ils participent ensemble. Et en fait, c'est aussi ce sont aussi des repères pour eux. Ils sont de la même génération, du même âge. Ils se regardent, ils se jaugent un petit peu. Ils sont potes. À force de se croiser chez les jeunes, ils sont potes, mais en même temps, sans vouloir le dire, tu vois, de voir Huysdebrock ou Martinez ou Grégoire à un moment donné, les trois, s'ils se croisent en course, ils peuvent aussi se dire, tiens, bon, je suis là, je suis avec lui, ok, d'accord. Après, c'est des points de repère. Et les trois, ils peuvent s'aider aussi un petit peu entre eux. Surtout entre Martinez et Huysdebrock, je crois que les deux, ils sont assez proches. Il nous l'avait dit, Rémi Martinez, dans l'interview en début d'année, quand il était dans Vélo Podcast, il nous avait dit qu'il se connaissait très bien, et puis que justement, ça allait pousser l'un et l'autre parce que justement ils se suivaient beaucoup et ils ont quasiment le même niveau en montagne. C'est ça aussi qui joue et qui est bien, c'est que leur niveau est très très proche. Alors pas le même profil du tout, mais pas le même style non plus, mais ils sont assez proches en termes de puissance et physique. Donc je parle au niveau de la montagne, mais ouais, c'est assez intéressant à suivre et on est curieux de voir ça en tout cas. Et on parle de gamins qui ont 20 ans quand même. Exactement, voilà, c'est ça, de plus en plus tôt maintenant les jeunes quoi. Bon Guillaume, en tout cas cette Volta, ça commence. Ouais, la Volta qui commence de Barcelone. On va vous faire des débriefs à chaque fin de semaine et on va voir ce qu'on va pouvoir faire peut-être aussi ce qu'on avait fait pendant le Tour de France Femmes avec un journal de la Vuelta, peut-être régulièrement. On va voir, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement lorsqu'il va se passer quelque chose, vous faire un petit contenu sur nos réseaux sociaux et sur nos plateformes d'écoute aussi. FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Pas de souci, merci à toi Guillaume et puis à très vite sur Vélo Podcast. Ciao à tous. Allez, adios amigos. Et la Vuelta, ta 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 ta.